Merci, on est absolument ravis, c'est la fin de la journée, repenser la formation. On en a beaucoup parlé de façon directe ou indirecte pendant toute la matinée, l'après-midi, repenser les métiers, les nouveaux métiers, les métiers à distance. On voit bien que pour réussir, il va falloir qu'on réfléchisse sur la façon avec laquelle on accompagne les compétences de l'ensemble des professionnels, avec en plus un outil qui va tout basculer, qui est l'intelligence artificielle. Laurent a voulu nous montrer combien nous allions être quand même très limités dans nos actions. Mais enfin, il y a quand même beaucoup d'aspects positifs dans l'IA. Alors, ce que je vous propose déjà, dans ce tour de table, premièrement, je voudrais qu'on se mette d'accord sur quelle ambition on donne à la formation. C'est former des professionnels pour les soins ou former des professionnels pour la santé? Parce qu'on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Je propose qu'on fasse déjà un tour de table, que vous me répondiez sur cette ambition, chacun en 1 minute. Françoise. Merci de me donner la parole. La formation, en fait, elle est confrontée, on l'a vu avec l'innovation, bien sûr, avec le conservatisme, on a un peu parlé de ça, et avec l'humain. Hein, ça, c'est vraiment absolument fondamental. Et l'humain, on l'a vu, il est capable du meilleur. J'allais pas dire du pire. Hein. Il est capable du meilleur. Et au fond, je dirais qu'il y a des lignes de faille. L'ambition du patient, parce que c'est bien ça dont il s'agit, l'ambition du patient qui est confronté brutalement à l'effraction dans son corps, l'effraction de la maladie, c'est d'être soigné, de se soigner, et puis en effet d'être sur un chemin qui est quand même un parcours de soins, un parcours de vie, et c'est là où il y a des lignes de faille. On a entendu parler de la coordination, et bien souvent, je prends cet exemple-là, c'est le patient qui dit « je suis le coordinateur, je n'en peux plus, je ne veux pas être le coordinateur », ça fait partie des problèmes, et je dirais que ça fait partie des problèmes humains. Et la grande idée, c'est qu'au-delà de toutes ces innovations, l'humain, c'est ce qui va dominer en face à face avec le malade. Donc c'est formé pour la santé, oui, mais pas que pour les soins. Absolument, oui. Absolument, c'est tout à fait ça. On continue le tour de table. Oui, pour moi, en tant qu'expert de la formation aux soins, je pense que c'est important de partager avec vous le fait qu'aujourd'hui, on excelle, et ça fait des années qu'on excelle dans la formation des médecins aux soins. Quand j'entends le soin, c'est vraiment le processus de diagnostic, de traitement, etc. Et autour de cette activité de soins, il y a toute une activité humaine. Et en tant qu'établissement de formation à l'université, dans les facultés de médecine, on est pris à partie sur justement cette dimension qui va au-delà du soin, avec parfois une confusion et la frontière entre les deux. Donc, ce qu'il faut dire aussi, comme élément très positif, c'est que les réformes dont vous avez tous entendu parler dans les études de santé ont touché les 3 cycles, tous les processus de formation, jusqu'aux internes, avec une transformation pédagogique, la mise en place de l'approche par compétences. Et c'est quand même important de réaliser aujourd'hui que cette transformation, on l'a faite. Et en réalité, cette approche par compétences, c'est l'opportunité d'aborder autre chose que le soin, mais en gardant la précaution de rester dans cette approche par compétences, et peut-être que je pourrais y revenir tout à l'heure. Bien sûr. Mais il faut aller plus loin sur cette dimension santé? C'est sûr. Pour moi, c'est essentiel que le soin est la base. Hein, on construit sur du dur, et ensuite, il faut aller sur la dimension santé. Macha, qu'est-ce que pense l'université et la conférence des universités? Alors, les universités, déjà, elles ne pensent pas médecine, elles pensent santé, elles pensent l'ensemble des métiers de la santé, et pas simplement les filières médicales, mais également les filières paramédicales. Premier point. Les présidents qui voient l'ensemble et la réforme du premier cycle d'entrée dans les études de santé touchent toute l'université, pas simplement les facultés de santé. La réforme, elle essaye d'emmener l'ensemble. Et moi, je voudrais parler au nom des présidents, dire que nous sommes prêts à former tout ce qu'on veut si le système de santé qui est en face de nous est organisé clairement. Et je vais prendre l'exemple des paramédicaux. Rapport d'Ibon-Berland sur l'universitarisation des paramédicaux, 2002, nous sommes bientôt en 2025. Rien n'a vraiment changé, nous sommes toujours au milieu du gué. Donc nous pensons système de santé et nous pensons étudiantes et étudiants qui nous font confiance. Merci, on continue ce tour. Cyril? Alors, quelle ambition pour la formation? Alors moi,
difficile pour moi de parler de formation pour les professionnels de santé, mais je vais prendre l'axe en tant que capitaine d'industrie et puis peut-être aussi citoyen français qui bénéficie du système de santé. Je pense qu'on a un très bon système de santé, que la formation est très bonne, en particulier au niveau technique. Néanmoins, je pense aussi qu'au niveau humain, parfois, on peut être reçu et il peut y avoir des améliorations. Mais il y a une chose, en tout cas moi, en tant qu'ingénieur de formation, j'ai pu partir à l'étranger au cours de ma formation. Et je pense que ça pourrait être un plus déjà pour certains professionnels de santé de pouvoir bénéficier d'un parcours d'un mois, de quelques semaines à l'étranger pour voir comment cela se passe. Parce qu'il y a peut-être parfois des programmes qui pourraient être amenés et amener un plus. Et puis, on a beaucoup parlé d'IA. Oui, l'IA, mais qu'en est-il aujourd'hui de tout ce qui est, en tant qu'industriel, on amène beaucoup aujourd'hui dans les formations. Qu'en est-il de tout ce qui est planification, réalité augmentée? Oui, ça, on va y revenir après, mais sur cette dimension, cette ambition, c'est une dimension, parce que là, ça fait un aspect technique. C'est une dimension, on reste dans le soin, dans l'aspect technique, ou il faut y mettre maintenant une dimension beaucoup plus importante au regard de tout ce qu'on dit depuis ce matin? Je pense qu'il y a une dimension humaine, mais il y a aussi une dimension technique. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est matériel de robotisation, de réalité augmentée, etc., je pense qu'il va falloir qu'on améliore la formation sur ce point-là et je pense qu'il faut qu'on soit ambitieux sur ça. Donc formation en santé, il faut marcher sur les deux pieds. Tout à fait. Thierry, président de la communauté des CME de CH. Oui, il faut former à la santé. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'on forme plutôt aux soins, malgré tout. Et que nous avons une vision, en effet, du soin, de la technique, et pas de la santé en global. D'ailleurs, quand on regarde les déterminants de santé, le soin, il est de moins de 20% en cause de toutes les évolutions de l'espérance de vie et de l'amélioration de l'état de santé. Donc il faut absolument faire évoluer la formation. Alors tout le monde ne peut pas avoir la même part entre le soin et le reste, dont la prévention. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une culture commune. On ne l'a pas encore. Ça renvoie à la formation. Je pense qu'il y a des moments où il faut qu'on ait des modules communs, qu'on soit ensemble, voire qu'on soit en stage ensemble. En tout cas, il y a des sujets à travailler. Donc on est bien d'accord. On a une vraie ambition. Si on veut accompagner toute cette réforme du système de santé, c'est des professionnels qui ont cette vision, ces compétences en matière de santé, mais en restant performants sur les aspects techniques. Et donc, cette formation, pour rentrer plus dans les détails en matière de santé, c'est comment ça doit répondre parfaitement aux besoins des patients. Parce que finalement, et on en parlait tout à l'heure, Agnès Buzyn montrait bien qu'il y a de nombreux acteurs, et pas uniquement que nous dans notre coin, les professionnels. Voilà. C'est quoi l'exigence demain, parce qu'on pense à l'avenir, demain, pour les professionnels de santé par rapport à ce que attendent les patients? C'est quoi les champs sur lesquels il faut qu'on travaille, plus particulièrement et notamment dans cette dimension humaine? Oui, les patients, en effet, ils attendent, bien sûr, l'efficacité et la sécurité. Nul ne peut contester les savoirs, évidemment, des professionnels de santé, médecins, chirurgiens, infirmiers, pharmaciens, kinés, etc. etc. Pour autant, il y a quand même une théorie pédagogique très mécaniciste, où on entend même dire, d'ailleurs les patients le disent aussi, pas que les médecins, les chirurgiens ou les praticiens en général, je vais vous réparer ça. Non, le patient lui-même dit, est-ce que vous allez me réparer? Est-ce que vous allez me guérir? Il y a cette théorie, et puis à côté de cela, il y a en effet tout le versant qui est beaucoup moins technique, qui est beaucoup plus... je le dirais, humaniste, et qui fait que le patient, on le voit, le patient manque d'informations. Donc je dirais qu'il faut former absolument à informer. Il faut former les équipes, il faut former individuellement, il faut former collectivement. L'information manque cruellement aux patients. Une personne qui est dans la salle qui m'a dit, voilà, j'ai été hospitalisée pour une raison X. D'abord, j'ai vu personne. Pendant 1 jour et demi, j'ai vu quelqu'un qui tournait avec la serpillière, etc. Mais j'ai vu personne. C'est quand même assez étonnant dans un grand hôpital. Et puis, tout à coup, le lendemain, 15 personnes sont entrées dans ma chambre, qui ont parlé entre elles. Et puis, on m'a dit, voilà, vous pouvez sortir, vous allez sortir, et l'infirmière vous expliquera vos traitements. Au revoir. Bon. Ça, évidemment, c'est tout à fait... je pense que c'est rare. Pour autant, ça vient d'arriver. Voilà. Un autre décideur qui m'a autorisé à en parler, un très, très grand monsieur, hospitalisé d'ailleurs toujours,
parce qu'on lui a dit, c'est un peu embêtant, il a appelé un ami qui lui dit, je te fais entrer dans ce service-là, très bien. Lui, c'est pareil, un peu perdu, le premier jour, le premier soir, on lui propose une sonde en lui disant, ce sera mieux pour dormir, ça sera plus confortable, il a refusé. Le lendemain matin, oui, bonjour, mon petit monsieur, alors vous avez fait pipi? Bon, alors il a recadré les choses, il a signé sa pancarte, il est sorti. Voilà, il y a des choses qui dépassent largement, en effet, le champ de l'humanisme qu'on attend. Et je pense qu'au-delà des technologies, au-delà des formations ciblées, tout cela c'est remarquable et c'est utile. Au-delà du virtuel, ça je pense qu'évidemment c'est une source extraordinaire et il y aura d'autres inventions. Je pense qu'il faut absolument former à l'humain, former à l'information. Mais former, ce qui me frappe c'est que ça fait 2 fois que tu parles à l'information, mais c'est former d'abord est-ce que c'est pas d'abord former à l'écoute? L'écoute. Parce que on regarde d'abord les radios, on fait parler, on écoute le patient. Ou la personne. Tu vois, je parlerai, oui, tu as raison Philippe, je parlerai d'un dialogue constant, qui d'ailleurs peut être un dialogue sans parole. Il faut regarder l'autre. Oui. Et d'ailleurs, les patients, je vous le dis, regardent beaucoup le non-verbal. Les praticiens, ils regardent le non-verbal. Est-ce qu'il y a une formation autour du non-verbal dans ta faculté, dans nos spécialités? Oui. On travaille sur le non-verbal? On travaille sur le non-verbal. Ce qu'on fait, ce qui est nouveau, c'est qu'on est très axé sur la mise en situation. Ce qui n'était pas le cas avant. Vous étiez dans des grands amphis et puis vous alliez en stage. L'apprentissage pratique se faisait au lit du malade avec effectivement parfois des groupes de soignants dans les lits d'hôpitaux. Mais bon, ça a toujours été comme ça, probablement amélioré. Mais effectivement, on les met en situation. Donc aujourd'hui, pour obtenir votre diplôme, vous êtes à plusieurs reprises mis en situation. Donc, et si vous ne répondez pas à ces attentes humaines, eh bien, a priori, vous n'avez pas les notes suffisantes pour passer. Ça doit faire partie d'un des socles de repenser la formation. Elle est déjà repensée de cette façon-là. Machin. En fait, Philippe, ce dont on parle, c'est d'apprendre le silence. Et je ne suis pas sûre qu'on apprenne le silence à nos étudiants, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, le constat, il est plutôt... Si on devait faire 0, 0, il n'y a rien, 10, c'est génial. On a passé les Écosses pour la première fois cette année. Ils avaient 10 stations, les gamins avaient 7 minutes par station. D'accord. Donc tu penses qu'il faut Là, on a une vraie révolution à faire. Non, mais là, attendez, on a quand même fait passer 8000 personnes. Oui, c'est une première mondiale en 2 jours, sur 43 sites, et ça a parfaitement fonctionné. Oui, mais comme on dit repenser... On est un des seuls pays capables de faire ça. C'est bien, Olivier, mais comme on dit repenser, on se dit comment on améliore. Très bien, mais on fait quand même des choses extraordinaires qui passent complètement aux oubliettes. Oui. On est le premier pays à avoir fait un examen sur tablette à 10 000 étudiants en même temps, et il y a 10 ans de ça. Donc on retient également, dans cette écoute, ça a également l'écoute du silence. Thierry, parce qu'en même temps, Thierry, et enchaîne, parce qu'on a parlé des patients, et par rapport aux besoins, et notamment aux besoins des patients dans une vision plus pathologique, c'est important que tu nous donnes ton avis. Juste pour rebondir, je pense que c'est un peu hétérogène aussi d'une université à l'autre, mais on n'a pas obligatoirement le sentiment, en effet, que, par exemple, on utilise la simulation pour une annonce, pour un diagnostic, pour l'entretien avec le patient. On pense que ça ne fait pas assez partie, en tout cas c'est l'impression qu'on a avec nos jeunes médecins, de la formation. Ils sont très bien formés sur le plan technique, mais dans l'annonce du diagnostic, dans l'entretien avec le patient, en effet dans l'écoute, je pense qu'on sous-valorise encore la simulation et qu'il faudrait faire ça. Donc là, on a un vrai chantier. Voilà. Et ce chantier, il est encore plus important. On regarde les évolutions des besoins des patients et des pathologies, non ? Ce qui, sous mon angle d'hospitalier, ce qu'on remarque quand même, c'est que la formation actuellement nous semble trop spécialisée. Trop spécialisée, alors on a besoin, moi je suis à La Rochelle, gros établissement, on a besoin de spécialistes, on a besoin de gens très compétents, mais qu'est-ce qui se passe actuellement ? C'est le tsunami gériatrique qui démarre. C'est les maladies chroniques, on est passé des maladies aiguës aux maladies chroniques, on est passé finalement de l'épisode de soins au parcours de soins, aux coopérations entre professionnels, à la coordination, on en reparlera probablement. Et ça, on a le sentiment qu'il y a un trou dans la raquette. Parce qu'aujourd'hui, on recrute des praticiens qui sont très bien formés dans leur domaine, mais qui n'ont plus une vision globale du patient, qui n'ont plus ce qu'on appelle la vision holistique. Et ils sont en difficulté par rapport à ces patients, parce que qui reste dans un lit maintenant à l'hôpital ? Il y a eu le virage ambulatoire, les personnes âgées, les polypathologiques, qui ne sont pas d'ailleurs tout le temps âgés, et on devient de plus en plus en difficulté à les prendre en charge, parce que les spécialistes, justement, ils ne savent pas faire.
Ils n'ont pas obligatoirement appris à faire, en tout cas dans leur exercice quotidien. Et donc ça devient une difficulté auquel on est confronté. Et quand on parle de la gériatrie, il y a une étude récente de la FHF cet été auprès des établissements qui montre que la gériatrie est devenue la spécialité la plus en tension dans nos établissements, alors que les besoins sont grandissants. On en a besoin dans les services de gériatrie, on en a besoin en dehors d'équipes mobiles intra-hospitalières, on en aurait besoin aussi dans des structures extra-hospitalières, et on en manque. Et à côté de ça, on a de plus en plus de patients polypathologiques qui sont dans ce qu'on appelle des services de médecine polyvalente, qui ne sont pas obligatoirement des services de médecine interne, et sur lesquels on est en grande difficulté pour recruter des médecins alors que les besoins sont grandissants. Moi, je suis un hôpital où je suis passé en quelques années de 30 lits de gériatrie à 60 lits de gériatrie, de 10 lits de médecine polyvalente à 60 lits de médecine polyvalente. Et ça, la formation, aujourd'hui, elle n'y répond pas. La formation de la médecine générale est très ambulatoire. La formation de médecine interne nous semble trop spécialisée pour répondre à ce besoin. Et donc, on a du mal à les recruter, on est en difficulté. Et qu'est-ce qui se passe en pratique ? On récupère des médecins généralistes qui sont attirés par l'exercice hospitalier, mais qui ne sont pas obligatoirement très bien formés, qui se forment sur le tas. Et donc, on a aussi de gros problèmes. Et ça pose vraiment des soucis, parce que si on ne réfléchit pas à une formation polyvalente un peu plus... Alors, il y a différentes solutions, soit le DES de médecine interne à faire évoluer, il y a la FST de médecine polyvalente qu'il faut peut-être étoffer, rendre peut-être sur 2 ans, je ne sais pas si 1 an ça suffit. De nombreux centres hospitaliers, et ce n'est pas les petits, ils vont être en difficulté, parce que des médecins polyvalents, on en a besoin dans les services de médecine polyvalente, mais de plus en plus, moi j'en ai dans le service d'oncologie, en psychiatrie, en chirurgie, en cardiologie, en gastro-entérologie et dans les SMR. Donc là, les hôpitaux vont se retrouver en incapacité... Les établissements de santé. Les établissements de santé, enfin tous ceux qui prennent en charge des polypathologiques, ils sont quand même plus à l'hôpital public. Mais en orthopédie, la prothèse de hanche de 85 ans, là, voilà. Et donc ça devient une énorme difficulté sur lequel... voilà. Et juste pour donner un exemple quand même de ce qui se passe, on parle beaucoup d'hospitalocentrisme, mais c'est souvent de l'hospitalocentrisme subi. Moi, j'ai fait une étude dans mon établissement. Depuis 2019, le nombre de séjours de plus de 30 jours a doublé. Chaque jour, en moyenne, c'est 19 lits supplémentaires par des patients qui devraient être ailleurs qu'à l'hôpital, mais qui y sont, faute d'alternative. Là, on a un vrai chantier. Et juste la remarque, attends, avant de te passer la parole, Françoise, ta remarque que tu fais sur les compétences des médecins, on regarde ces nouvelles pathologies, c'est la même chose que tu fais pour le personnel infirmier, par exemple. Oui. C'est-à-dire que, ou est-ce que cette notion de la polyvalence est plus importante chez les infirmiers ? Ils pourraient nous montrer un peu l'exemple d'une vision un peu plus polyvalente. Il faut bien quelqu'un qui ait quand même une vision médicale un peu globale. Et ce médecin, aujourd'hui, manque de plus en plus, en tout cas, à l'hôpital. Alors, moi, je suis le premier à être partisan des coopérations, des partages de compétences. Je suis un partisan aussi des IPA. Mais je veux dire, il faut quand même un coordonnateur général des soins. Et ce n'est pas l'IA qui va répondre à ça. Je ne vois pas l'IA dire à un orthopédiste, tu vas le mettre sous insuline. Tu vois ce que je suis diabétologue. Oui. Et puis, il y a Françoise. Attends, je donne la parole à Françoise parce qu'elle avait... Vas-y. Oui, à quel moment, finalement, notre système de santé, qui était réputé le meilleur du monde, a basculé ? Comment peut-on comprendre qu'il y ait une fuite, une fuite des praticiens, des infirmières, des médecins, etc. En fait, je pense que les études sont trop longues. Les études de médecine me semblent trop longues et l'axe n'est pas forcément bon. Pourquoi l'axe n'est pas bon ? Parce que ce que vous venez de dire, d'ailleurs, est très vrai, c'est que les malades, au fond, ils passent très très peu de temps, même dans une maladie aiguë qui deviendra chronique, ils passent 0,000,0,3 de leur temps à l'hôpital. L'exercice des étudiants, la formation des étudiants, quels qu'ils soient, c'est à l'hôpital. Ça, c'est fatal. Ça, c'est fatal parce que les malades, ils habitent dans la ville. Les malades, ils sont malades là où ils travaillent, là où ils ont des enfants. Voilà. Ça, c'est une des erreurs collectives que l'on a faites. Et d'ailleurs, les patients, au fond, quand ils ont un problème, même s'ils sont chroniques, ils vont aux urgences. C'est un peu devenu le médecin généraliste de la France, il faut le dire. Ça aussi, c'est une erreur collective. Mais c'est parce que je pense qu'il y a eu une mauvaise orientation des études elles-mêmes. Par contre, je tiens à dire une chose importante, en parlant des études de pharmacie, puisqu'on parle des professionnels de santé, les pharmaciens ne sont pas assez auprès des patients. Il faudrait qu'ils soient directement reliés aux patients dès le début de leurs études et longtemps, et non une imprégnation avec les patients, avec le face-à-face des patients, quelles que soient les technologies sophistiquées. Oui, Cyril, et puis ensuite, je veux absolument voir, parce qu'on voit bien que ça questionne complètement notre système. Vous avez parlé des prothèses de hanche.
j'aimerais parler un peu des DM, des dispositifs médicaux, en fait, dans sa globalité, et quel rôle joue l'industriel aujourd'hui dans la formation. Oui. Et en fait, aujourd'hui, quel est aujourd'hui cet investissement que l'on a dans la formation initiale, mais aussi dans la formation continue, en fait, des professionnels de santé. Et clairement, aujourd'hui, il y a la technicité qui est amenée aujourd'hui et qui évolue tout jour le jour. On le voit bien aujourd'hui dans mes prothèses de hanche. Et puis maintenant, on a une simulation qui va se faire avant, c'est plus sur radio. Et puis on a le robot, on a expliqué, maintenant, on a le robot, etc. Je prendrai mon café pendant que le robot... Et puis même dans les radios, dans la radiologie, comment voilà, tout est sous PAX, tout fonctionne automatiquement. L'industriel, aujourd'hui, a toujours participé à cette formation. Mais d'où vient cet investissement? Est-ce que l'industriel peut continuer aujourd'hui, les industriels peuvent continuer aujourd'hui à investir? On paye déjà une taxe d'apprentissage. On est beaucoup sollicité aujourd'hui pour les formations. Elle est nécessaire aujourd'hui pour que les DM soient bien utilisés au jour le jour. Mais elle pose le problème notamment du financement. Elle pose la question du financement, mais aussi de la situation économique aujourd'hui. On a bien vu que les budgets aujourd'hui sont très serrés, que les prix quand même des prothèses et des actes ne sont pas quand même revus à la hausse, mais plutôt à la baisse, que l'inflation a quand même impacté les industries. Je te propose l'aspect financement, on se garde cet aspect-là plutôt à la fin. Parce que je voudrais quand même juste, excuse-moi, mais on l'a pas oublié, je ne l'ai pas oublié. Je voudrais juste quand même, on réagisse tout de suite, parce que là, on vient, avec les deux interventions, de questionner fortement quand même notre système de formation aujourd'hui. Et donc, j'aimerais bien avoir votre avis à tous les deux. Macha, est-ce que voilà, comment on va pouvoir accompagner cette mutation qui est quand même qui est une exigence forte? Et quelle est la place de l'université dans ce système? On parle beaucoup d'universisation, c'est toujours de mal avec ce mot. Jusqu'où on va? Mais Philippe, ce qui est très très intéressant dans le débat actuel, c'est que chacun, et c'est normal, parle de sa position. Olivier, il parle de sa position d'abord de doyen de médecine. Thierry, il parle de sa position d'hospitalier dans des centres hospitaliers. Cyril, il parle de sa position d'ingénieur et de son engagement. Et en fait, on a besoin, au fond, celle qui parle le plus du système de santé des patients et des étudiants, c'est Françoise. Et on a besoin justement de cette vision transversale. Et c'est vrai que l'université a des atouts qui ne sont pas suffisamment mobilisés. On pourrait se dire que ce qui se passe à l'heure actuelle avec la réforme de la première, de l'entrée dans les études de santé qu'on appelle l'ARES, où on va chercher des compétences dans toutes les facultés d'une université, pourrait être un premier, peut-être une petite piste. Une université pluridisciplinaire avec composante santé, elle a toujours une école d'ingénieurs. J'ai une école d'ingénieurs sur les dispositifs médicaux. On a tous cette pluralité qui doit permettre peut-être d'amener les étudiants à être à l'écoute des patients, capables de s'installer aussi bien en libéral, en ambulatoire qu'à l'hôpital, capables de penser la santé, bien sûr les médecins parce qu'ils écrasent tout le reste, mais derrière il y a 3 autres professions médicales, et je ne vous dis pas l'état de la chirurgie dentaire, vous la connaissez toutes, mais vous avez les 27 professions des paramédicaux aussi, plus tous les métiers qui sont en émergence. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir cette vision globale pour essayer, dans le même creuset, de réfléchir comme ça a déjà été fait, avec beaucoup de difficultés parce que la pandémie est arrivée au moment où on mettait en œuvre. Et ça veut dire qu'il faut introduire beaucoup plus de transversalité également dans ce que dit. En préparant la réunion, c'est un mot qui est revenu dans chacun de vos bouches en disant on est dans un système fermé. On est chacun dans notre silo. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives dans ton université à bousculer les lignes sur la transversalité? Comment on va faire pour la repenser demain? À l'heure actuelle, ce n'était pas du temps de Lionel Collet, mais à l'heure actuelle, je fais partie des très rares hospitalo-universitaires présidentes d'université. Alors déjà, présidente plus HU, on n'est pas beaucoup, on doit être 2 sur 75. Donc, bien évidemment que, obligatoirement, dans la stratégie que je mets en œuvre, je vais impulser des choses. Mais tous nos collègues sont vraiment de très bonne volonté, tous mes collègues sont de très bonne volonté, même s'ils sont pas l'université n'est pas dirigée par un hospitalo-universitaire. Je pense qu'on est au début d'un chemin, et ce chemin, il est aussi, et ça c'est parfois compliqué avec mes chers collègues doyens et présidents de conférences de doyens, on doit s'ouvrir au monde libéral. Alors je passe la parole au doyen, je vais l'interroger parce que quand même, là encore, ce qui me frappe, c'est qu'on a l'impression que les spécialités, les cardiologues, les orthopédistes, etc.,
ils veulent tous en faire encore un peu plus dans leur système, dans leur formation, et on fait apprendre un nombre de trucs complètement déconnants. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, qui se rappelle des cours qu'on a fait de biochimie? Finalement, est-ce que notre système aujourd'hui, notre corporatisme de spécialité, enferme pas complètement la formation et nous trompe pas? Et comment on va faire pour pouvoir aller bousculer ce système? Attends, tu fais comment? Ce qu'il faut voir, c'est d'où on vient. On est quand même, pour les filières de médecine, dans le culte de l'excellence. On en sort, mais c'est encore un concours à la première année, c'est un concours à la sortie. On a quand même un processus qui vise l'excellence. Ensuite, on a confié la formation. Et qu'est-ce qu'on appelle l'excellence? L'excellence, c'est-à-dire. Je voudrais savoir, l'excellence vis-à-vis. Moi, je parle d'excellence académique, de publication scientifique, d'expertise médicale. Mais la dimension humaine, elle fait intrinsèquement partie. Moi, tous les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont formé ont toutes une dimension humaine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut voir qu'est-ce qui nous est demandé. Aujourd'hui, si vous voulez avoir une carrière hospitalo-universitaire, vous devez publier des articles. Mais est-ce que c'est pas ça qui est déconnant? Non, c'est pas ça qui est déconnant. Ce qui est déconnant, c'est que tout est centré aujourd'hui sur les CHU et sur cette communauté qui a des missions autres que la formation. Et donc, ce qu'il faudrait faire, et c'est en train de se passer, que la médecine générale a aussi, avec le diplôme de médecine générale, plus cette 4e année, un effet de transformation. Et donc, le processus, c'est que nous, on est tout à fait capable de comprendre qu'il faut repenser la formation. Et la façon la plus simple de faire, c'est d'arrêter de considérer que pour être un médecin, il faut être un docteur S-sciences. Et de considérer dès la sélection des étudiants qu'ils doivent avoir un profil différent d'un pur scientifique. Aujourd'hui, on est comme une écurie, on forme des chevaux de course. Or, on voit bien qu'on n'a pas besoin que de chevaux de course, on a besoin de tout. Ça rejoint ce que disait. Et donc cette transformation-là, nous, pour la faire, je vous assure qu'on essaie de la faire, qu'on est en train de la faire. Oui, mais très rapidement, Thierry, parce que je voudrais savoir également comment, en tant que vice-président de l'université numérique, comment tu vas utiliser le numérique pour aller faire cette transformation. Donc Thierry-Françoise, un petit mot et ensuite on lui relance. Juste pour rebondir, justement par rapport à ce domaine de spécialité et d'un peu plus de polyvalence, c'est peut-être le 2e cycle qui pose problème, où on apprend tout finalement, indépendamment de l'exercice qu'on aura après. Moi je suis diabétologue, est-ce que j'ai besoin d'apprendre de la stomato ou je ne sais quoi, enfin des bases. On pourrait peut-être réduire donc finalement le 2e. Il y a peut-être des choses... Si vous mettez un concours à la fin et que vous mettez même, on les a fait ces fiches, on a des fiches de synthèse sur chacune des questions, il y a 367 items et c'est à peine une page par item. Et si vous connaissez ça par cœur, normalement vous êtes censé... Mais il y a un phénomène que les étudiants entretiennent eux-mêmes, mais c'est notre responsabilité, d'une forme de compétition permanente où il faut que ce soit toujours les meilleurs et les meilleurs et les meilleurs. Et ils passent leur vie en dehors de l'université, dans des officines privées, à se former, à répondre à des questions sur tablette. Et c'est vrai qu'on parlait, je ne sais plus, ça a été dit ce matin, mais on est quand même frappé de voir des jeunes qui arrivent, on commence par voir les examens complémentaires d'avant d'écouter et de poser une question. Oui. Et, voilà. Donc on a quand même une vraie réflexion à mener. Et comment le digital, parce que tu as la chance d'avoir cette 2e casquette, comment tu vas utiliser le digital pour aller bousculer notre formation? Parce qu'il y a 2 aspects, il y a le digital pour aider dans les process de formation, et puis il y a comment on va préparer les gens à cette révolution du digital. Alors, sur le digital, pour se projeter assez vite, alors ça fait briller aussi l'IA, etc. Pour être très clair, aujourd'hui, tous les systèmes innovants, type IA, modèles de langage, etc., vont franchement aider l'apprentissage des connaissances théoriques. Et probablement, les étudiants vont être un maximum autonomes sur cet apprentissage-là. Un endroit où il faut absolument investir, c'est dans un usage de l'IA dans la dimension collaborative. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de travaux effectifs là-dessus. L'IA accompagne, mais voilà. Donc, nous, on est sûr que les connaissances vont être accompagnées. Et probablement, au-delà des études, dans la poche, dans l'activité professionnelle, dans la formation continue, c'est une évidence pour les connaissances théoriques. Mais il y a un vide autour de la dimension humaine. Et donc, ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est à la fois moderniser et utiliser ces outils, et aussi transformer la position même de l'apprenant. Et c'est là où il y a une clé, à mon avis, à débloquer, c'est qu'il faut absolument que l'étudiant prenne conscience très tôt dans son cursus que bien sûr il doit avoir des connaissances, mais que sa mission va être dans une dimension humaine. Et donc, pour faire ça, et c'est là où probablement on peut reparler de compétences, c'est que la première compétence qu'ils doivent acquérir, et c'est vrai pour toute l'université, c'est l'autonomie d'apprentissage. Et au lieu, effectivement, de faire de la biochimie, les mettre dans des situations où ils arrivent à faire la preuve qu'ils sont capables d'apprendre et d'être meneurs de leur apprentissage. Et ensuite, vous mettez l'environnement numérique que vous voulez, il existe presque déjà, et avec ces étudiants autonomes et volontaires, eh bien, on va arriver à un profil qui sera plus adapté que celui d'aujourd'hui. Donc humain, plus autonome,
François, je te vois réagir là. Oui. Et Cyril aussi. Qu'est-ce qui ne va pas dans la formation? Pourquoi 50% des patients ne suivent pas les directives de leurs médicaments, ne les prennent pas bien ou ne les prennent pas du tout? Pourquoi la douleur? On est très mauvais dans la douleur. 70% des patients ne sont pas soulagés. On est très mauvais dans l'ostéoporose qui touche 4,8 millions de femmes et 900 000 hommes. On est à la queue leu du monde. N'en rajoute Moi, j'ai pas la parce honte. qu'il pleut déjà dehors. Non, mais au Japon, en Angleterre, j'ai honte de dire 6 et Oui, 10%. oui. Bon, voilà. Je veux dire, il y a pragmatiquement, en vie réelle, au pied du lit du malade ou en consultation, en ambulatoire, en ville, la formation n'a pas pu permettre jusqu'à présent qu'on puisse en effet approcher les problèmes cruciaux finalement. Et moi je me pose quand même une question. La formation est-elle bien traitante? Je devrais le dire plutôt, est-elle maltraitante? Il y a 10 à 20% des étudiants qui abandonnent dans les différentes filières les études. Ça, c'est un vrai problème. Et autre chose encore plus grave, est-ce que ça n'est pas parce que c'est un reflet de la société qui est pas bien traitante? Ça, c'est une très grande question. Et je vous ai entendu, bien sûr, pour dire qu'en effet, la gériatrie, bon, notre société aime-t-elle les seniors? A-t-elle envie de s'en occuper? Notre société a-t-elle envie, en effet, dans les EHPAD, dans le médico-social, dans les crèches, etc., de s'occuper de ceux qui sont fragiles, de ceux qui sont faibles? Eh bien, moi, je dis non. Et c'est là-dessus que nous devons nous questionner, nous, tous ensemble. Alors, oui. Médecins, mais il y a aussi les infirmiers, il y a aussi les kinés. Bon, alors on applaudit tous Françoise, comme ça. Oui. Il y a aussi les kinés, il y a Bien aussi sûr. les infirmiers. Et je pense que je vais reprendre un peu ma casquette d'industriel, qui est vraiment aujourd'hui, nous on veut que les DM soient bien utilisés par tous les praticiens. C'est très important pour nous. Et donc aujourd'hui on met à disposition, nos DM, on met à disposition du personnel, on met à disposition des webinaires, ça a explosé avec le Covid, mais techniquement, voilà. Et je pense que je vais prendre un parallèle un peu où quand on a commencé, nous, et qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser la Hi-Fi et que nos parents ne savaient pas utiliser une télécommande, aujourd'hui tous les médecins, les infirmiers qui devraient pouvoir utiliser la simulation. Vous disiez que vous n'utilisez pas assez la simulation. Beaucoup d'entreprises dans le dispositif médical ont mis des outils de simulation à disposition des praticiens qui peuvent aujourd'hui montrer à leurs patients en même temps et puis planifier. Mais cette formation, est-ce qu'elle est clairement reconnue? Est-ce que l'université reconnaît cette formation continue que nous proposent les industriels? Est-ce que quand tu vas négocier le prix, quand tu vas négocier ton prix d'UDM, est-ce qu'on identifie clairement le fait que vous avez ce rôle de formation? On a l'impression que cette dimension de la formation, chez les industriels, elle est... voilà, mais elle existe, on a tous profité, on en profite, mais elle est un peu sous le manteau, non? Tout à fait. Non. Elle n'est pas sous le manteau. Il n'y a pas une bécane maintenant qui peut fonctionner sans avoir un transfert de compétences de l'industriel. Donc on ne peut pas dire qu'elle est mise sous le manteau. Non, au niveau technique, je suis d'accord. Mais je parlais peut-être au niveau financier. Non, je vais continuer. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous ouvrons l'hôpital aux entreprises du dispositif médical. Parce que, à la fois, alors ça touche plus les chirurgiens ou certaines spécialités que l'ensemble, les kinés aussi d'ailleurs, mais l'idée c'est justement de mettre en confrontation des besoins qui sont exprimés par des chirurgiens ou des médecins face à des industriels qui ont des savoir-faire et qui cherchent à voir comment leurs techniques, leurs compétences peuvent être utilisées. Donc pour moi... Vous êtes très innovant, c'est top, parce que tout le monde ne le fait pas aujourd'hui, surtout en France. Oui. Alors, on fait ça depuis 15 ans, donc c'est pas très innovant. Mais en tout cas... c'est un élément important, donc on peut le faire. Ah oui, une université qui veut le faire, il a le droit de le faire et de reconnaître. Un CHU. Tout à fait, un CHU. Et est-ce qu'au niveau financier, quand tu vas négocier le prix, que ce soit un DM, et c'est pareil pour les médicaments, est-ce qu'il y a clairement une ligne dans la négociation du prix qui correspond au fait que vous allez être finalement un organisme de formation, d'accompagnement de la dimension de l'outil technique? Ensemble, c'est un paquet cadeau. C'est un paquet, ce qui explique... Et par ailleurs, sur les dernières, les produits qui ont été, je prends des produits LPPR qui ont été avec un prix fixe depuis une dizaine, quinzaine d'années, ces prix n'arrêtent pas de baisser. Et je le redis, le contexte aujourd'hui économique fait qu'on est dans une situation où les industriels ont le MDR à payer, l'inflation, voilà, c'est compliqué.
et le prix n'augmente pas. Et donc vous allez avoir du mal à nous former pour accompagner votre technologie. Donc aujourd'hui, c'est une problématique. Il y a de moins en moins, je vais prendre certaines sociétés, plutôt que faire 10 formations par an, on va en faire plus que 4. Voilà, parce que c'est un choix budgétaire à faire pour un industriel. Et Dumarc, je pose juste cette question. Est-ce quand on parle du coût de la formation, de l'argent qui est mis sur la table, est-ce qu'on cumule bien tous des budgets directs et les budgets indirects? Alors, sur les universités, on fait de la comptabilité analytique sur nos formations. Pas toutes les universités encore maintenant, mais la mienne, oui. Un certain nombre travaillent pour essayer justement d'avoir une idée claire, d'une part du coût et d'autre part de la soutenabilité de nos diplômes. Parce qu'il faut en face aussi qu'un jour, les gouvernements soient clairs et ne changent pas tout. Oui, en préparant, tu me disais qu'on avait un peu le tournis. C'est le moins qu'on Donc il faut qu'on le repense, mais avec une orientation avec claire. des lignes. Oui, vas-y Thierry, parce qu'il nous reste 4 minutes. Vous savez, il est droit longtemps, sinon ça marche. Ouais. on a un système de santé qui fonctionne en silo, ville-hôpital, mais aussi entre professionnels. Et je pense qu'on a un problème aussi avec la formation, qui est qu'on a aussi nos formations, je pense, des différents professionnels en silo. Mais comment ça peut être autrement quand, au niveau national, on n'a toujours pas véritablement défini comment on devait travailler ensemble, quel est le rôle de chacun. Et ça, c'est un problème. Et il est urgent de le redéfinir, parce que le médecin, pour moi, vu les problèmes de démographie, il doit être recentré sur sa valeur ajoutée. Il y a plein de choses que d'autres professionnels font mieux que lui. Et ça, il faut le redéfinir de manière précise, et la formation sera plus adaptée. On n'est pas formé véritablement au travail en équipe. On parle beaucoup de coopération, mais la coordination, c'est déjà autre chose. Et dans la vraie vie, voilà, il faut que nos jeunes, ils soient véritablement... Et en un mot, mais comment t'expliques que si ça bloque, c'est d'abord par nos conservatismes, des uns et des autres? Comment ça se passe aujourd'hui? On va voir les députés, je veux un accès direct, je veux ci, mais c'est pas réfléchi entre professionnels. Et ça n'ira jamais si ça fonctionne comme ça. Donc si on veut repenser la formation, il faut qu'on chasse en meute, sinon on va pas y arriver. Je suis un pro des IPA, mais je pense que d'avoir mis l'accès direct avant d'avoir stabilisé cette profession, on a peut-être grillé cette profession pour plusieurs années. Alors, ça passe très vite, c'est absolument passionnant. Ce que je vous propose, c'est faire un tour de table. C'est quoi les 3 mots clés pour repenser la formation de façon intelligente? C'est quoi les 3 mots clés? Qui commence? Ensemble. Holistique, systémique. Holistique et systémique. On continue. D'accord, oui, c'est la coordination, casser les silos, et puis remettre l'humain. L'humain, aujourd'hui, est devenu la variable d'ajustement de notre travail au quotidien. Ça, c'est très fort ce que tu viens de dire. Ça nous questionne beaucoup quand même, les uns et les autres dans la salle. Je pense qu'il faut des outils d'innovation. D'accord. C'est indispensable, parce que pour répondre à ces challenges, il faut de l'innovation. Et dedans, tu mets ta dimension numérique, mais pas que. Mais pas que, c'est justement comment l'utiliser pour atteindre nos objectifs. D'accord. Et les mots? Collaborative. Ambitieuse et investissement. Pas financement, mais investissement. On en a déjà parlé dans la journée, mais je pense que c'est un point important. François, c'est normal que tu aies le mot de la fin, parce que tout ça, c'est quand même pour qu'on soigne humainement et de façon efficace. Enfin, qu'on accompagne en matière de santé de façon efficace les compatriotes. Moi, je dirais confiance des professionnels de santé en eux-mêmes, confiance dans les autres membres de l'équipe. J'ai entendu Nicolas Revel parler de la gestion des survenus de conflits, etc. Ça fait partie évidemment de la confiance aussi. Ça, c'est très important. Le parcours de formation, mais parcours du patient, parcours de soins, parcours de vie, suivi, accompagnement. Et puis, évidemment, l'humain toujours, l'humain avant toute chose, l'humanisme. Je rappelle quand même que Hippocrate, dans le tome 3 du Spongoun, disait « Le patient est un puits de savoir. Quand je suis appelé pour un malade, je me rends dans sa maison, je m'assieds à côté de lui, je lui prends la main et je l'écoute. » Et merci beaucoup. Et juste, il nous reste 1 minute parce qu'on en a parlé, et Clara en a parlé. L'humain, ça me pose une question d'aller vers les autres dans toute cette dimension de la médiation en santé. Et c'est pas forcément des grands diplômes. Et comment on est capable, notamment sur la médiation en santé, il y a un certain nombre de travaux en ce moment, n'hésitez pas à les regarder sur le site, du ministère, comment on fait pour intégrer dans l'université, en matière de format d'accompagnement de ces nouveaux métiers, et notamment de gens qui, sur le terrain, n'auront pas Bac 25, mais qui ont énormément de compétences de ce aller vers. Alors, je ne sais pas s'il faut attendre quelque chose du ministère et du gouvernement, mais en tout cas, au sein des universités, je suis bientôt à la fin de mon mandat, donc tu peux te lâcher.
Vas-y, t'as 15 secondes pour te lâcher. Non, non, mais il y a déjà de la médiation dans nos universités, des formations de médiation de tous les sens, parce que la médiation, c'est un principe général et elle s'applique ensuite à la santé. Et tu parlais de Nicolas Revel et des conflits, et on gère tous essentiellement des conflits. Très bien. On a En besoin tout cas, merci beaucoup. On a des mots-clés, ça nous permet de repenser efficacement.